Nous sommes au poste frontière de Deiba, l'un des principaux points de passage entre la Libye et la Tunisie. On est des réfugiés ici en Tunisie. On a fui les bombardements quotidiens de la ville de Nalout par les troupes de Kadhafi. Des maisons ont été détruites. Il n'y a pas assez de nourriture, pas assez de médicaments, pas assez d'essence. C'est la pénurie totale. La situation est très critique et on est encerclé de tous les côtés. Beaucoup de ces hommes viennent rendre visite à leurs familles qu'ils ont mises à l'abri en Tunisie avant de repartir au front. Depuis le début du conflit en Libye, plus de 60 000 Libyens ont trouvé refuge dans le sud tunisien. Direction l'île de Djerba, à quelques 300 km de la frontière. Une destination phare du tourisme en Tunisie. L'affluence qu'on y trouve ce jour-là est trompeuse. C'est le jour du marché dit libyen à Houmsouk, la capitale de Djerba. Cette île de 60 000 habitants compte aujourd'hui plusieurs milliers de réfugiés libyens. Les ruelles du centre-ville sont inhabituellement vides. La fréquentation touristique, plus d'1 million de personnes en temps normal, a baissé de plus de moitié. Une catastrophe pour la population djerbienne qui vit essentiellement du tourisme occidental mais aussi libyen. C'est le jour du marché mais il n'y a personne. D'habitude c'est plein de clients, plein de touristes partout dans toute la ville mais il n'y a personne. Hafed est propriétaire d'un restaurant, d'un café et de plusieurs immeubles à Djerba. Cet été, tous ces appartements sont loués à des réfugiés libyens. Pas de quoi compenser ses pertes. C'est la saison maintenant, c'est presque juillet, on loue un peu cher, mais maintenant pour les Libyens, on est presque moitié prix. Une grande partie de la clientèle occidentale a déserté Djerba dans le sillage de la révolution du jasmin, puis de la crise en Libye. Une quarantaine d'hôtels ont dû fermer leurs portes. Comme le Spring Club, un 4 étoiles habituellement fréquenté par une clientèle italienne qui a cette année déserté l'île. Le directeur de l'établissement n'a pas voulu céder à la pression des tours opérateurs pour tenter de sauver la saison. On a vu comment les tours opérateurs ils profitent de la situation pour baisser les prix à 50 et 60%, ce qui est une chose inacceptable pour nous. On a préféré de fermer l'hôtel que de toucher à la qualité du service et à l'image de marque de notre hôtel. D'autres ont accepté de brader les prix. L'hôtel Castille vient de réouvrir ses portes. Prix perçu par jour et par client, une vingtaine d'euros en ce moment. Les agences facturent plus aux clients, mais les tarifs restent imbattables, nous disent ces retraités venus avec leurs petits-fils. Habitués des lieux, ils veulent soutenir les Djerbiens. Ils sont les tout premiers clients cette saison de cet hôtel de 400 lits. Moi j'adore qu'il n'y ait personne. C'est la première fois qu'on en profite autant en étant tout seul à l'hôtel. Ils font tout pour nous, ils réalisent tous nos désirs. C'est vraiment formidable. La peur qu'ont certains de venir à Djerba par crainte de troubles est totalement infondée. C'est absolument sans danger, tout est tout à fait normal. On peut passer des vacances absolument normales ici. Moins touchés par la baisse de fréquentation, les hôtels gérés en direct par de grands tours opérateurs comme celui-ci détenu par le groupe français Fram. La clientèle n'a pas été dissuadée par l'actualité. Ici aussi, beaucoup nous disent être venus soutenir les Tunisiens. Depuis la Révolution, plus que jamais, il faut venir en Tunisie. Les gens, ils sont accueillants, ils sont encore plus aux petits soins que d'habitude. Et c'est le meilleur service qu'on puisse leur rendre, parce que là, l'économie en prend un coup quand même. Les tours opérateurs européens ont enregistré en moyenne une chute de 60% des réservations pour 2011, constate le représentant de la Fram à Djerba. Même si la gestion directe des hôtels permet de réduire les charges, l'impact sur le personnel est inévitable. Les employés, on a réduit jusqu'à 50%, puisqu'on a gardé uniquement les permanents et tout ce qui est en ce qui concerne les saisonniers, qu'on prend uniquement pour l'été, plus du personnel stagiaire ou en formation. Cette année, on n'a pas été capable de les prendre, malgré la demande croissante de la Tunisie d'embaucher du personnel. Direction le village d'Ajim, au sud de l'île. Nous avons rendez-vous avec l'Assad.
Son contrat de contrôleur des revenus dans un grand hôtel club français a été interrompu le 14 janvier dernier, jour de la chute de Ben Ali. Diplômé en gestion, il vient de retrouver un emploi. Le retour des touristes ne suffira pas à relancer l'hôtellerie, dit-il. Il faut aussi qualifier la profession et changer les mentalités. On avait 5 directeurs d'hôtel, un directeur qui était un animateur, l'autre il a été un caissier dans une discothèque, le troisième il était un cuisinier, le quatrième il était un serveur, et le cinquième il venait de Maroc, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il travaille. On n'a pas encore bien formé des cadres pour diriger la tourisme tunisienne. Voilà. Mauvaise gestion, corruption, népotisme, le secteur du tourisme dont dépend un emploi sur 5 en Tunisie doit lui aussi faire sa révolution. Et les professionnels veulent rénover une offre souvent limitée jusqu'alors aux formules proposées par les grands complexes hôteliers. Tout était assez contrôlé, assez figé, il n'y avait pas beaucoup d'initiatives. Maintenant, j'espère que tous les esprits vont se libérer et que tout le monde va se mettre au travail et les bonnes idées vont pouvoir être développées. Voilà. À l'abri de la zone touristique se nichent quelques maisons qui, comme celle-ci, proposent à leurs hôtes un autre parfum de l'île. Écotourisme, gîtes, chambres d'hôtes, les initiatives visant à rapprocher les visiteurs de la vie locale, jusqu'alors étouffée par le régime de Ben Ali, mise sur le vent de liberté qui souffle sur le pays. C'est vrai qu'avant Révolution, on était un petit peu regardés de travers parce que effectivement, nos clients étaient, sans le savoir eux-mêmes, mais nous on le savait, étaient quand même terriblement contrôlés, suivis, parce qu'il y avait une méfiance de l'ancien régime par rapport à ce type d'hébergement, raison pour laquelle d'ailleurs, juste avant la Révolution, on était à peine 6, 7, peut-être une petite dizaine, à travailler officiellement, donc avec des agréments, et aujourd'hui, ça explose. Un nouvel essor que veulent prendre les habitants de Djerba. Dans le village de Guelala, nous rencontrons Fethi, descendant de 11 générations de potiers. Un savoir-faire qu'il craint de voir disparaître. Avant Ben Ali, Djerba comptait plus de 200 ateliers de poterie. Il n'y en a plus aujourd'hui qu'une dizaine. La révolution, c'est pour Fethi une promesse d'avenir. Avant la révolution, on a essayé d'avoir des écoles, mais on est resté pendant 5 ans, on n'a rien reçu, jusqu'à maintenant. Et cette année-là, on espère qu'on aura une petite école sur la région. Pourquoi les jeunes, ils partent ici? On a fait la révolution pour changer le pays. C'est ça le problème pour moi. Je n'ai pas eu la réponse jusqu'à maintenant. Santé. Voilà. On ne peut pas tous fuir. Si on fuit le pays, qui va le construire? Il faut qu'on reste en Tunisie, qu'on soit patient et avec beaucoup de volonté et de persévérance. Petit à petit, on va arriver à construire l'avenir du pays comme il faut. Et c'est tout.